associé à P. C'est quoi le degré et la variation de P? Ensuite, un monôme. Ensuite, on a défini une première loi qui est l'addition sur l'ensemble des polynômes. Ensuite, une deuxième loi interne aussi, c'est la multiplication des polynômes. On a vu que le degré de la somme de deux polynômes est inférieur au max des 2 degrés et la variation de la somme elle est plus grande que le minimum des 2 degrés. Ça, c'est une loi externe. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, madame. Oui. Bien. Donc, on a défini c'est quoi une constante ou bien un scalaire fois un polynôme. C'est aussi un polynôme. On a dit que c'est une loi externe. Le degré de alpha fois P, c'est le degré de P, quel que soit alpha non. Ensuite, j'ai dit qu'on a défini une deuxième loi interne sur l'ensemble des polynômes Kx, c'est la multiplication. Et on a montré que le degré de la multiplication de deux polynômes, c'est exactement la somme des 2 degrés et la variation du produit des 2 polynômes, c'est exactement la somme des 2 variations. Ensuite, on a montré que l'ensemble des polynômes, yani Kx, muni de ces 2 lois internes, l'addition et de la multiplication, est un non commutatif. Ensuite, on a défini c'est quoi l'indéterminé, c'est tout simplement le polynôme 0, 1, 0, 0, 0. On l'a noté par grand X. Et ensuite, on a écrit P en fonction de ce grand X. C'est A0, A, AX plus jusqu'à ANX. C'est une écriture dans le sens des puissances croissantes. C'est la même chose que si on l'écrit dans le sens des puissances décroissantes. Ensuite, et cette écriture, elle nous facilite le travail avec les polynômes. Ensuite, on a vu 2 théorèmes. Le premier, ça concerne la division euclidienne qui est aussi appelée la division selon les puissances décroissantes. Et on a dit que si A et B, avec B différent du polynôme non nul, donc toujours il existe un unique. Il y a l'existence de l'unicité d'un couple QR, tel que A égale à BQ plus R. Le degré de R est inférieur strictement au degré de B. Donc, il y a 2 conditions. Il y a l'égalité, il y a la condition sur le degré. On a l'existence et l'unicité d'un couple QR qui vérifie ces 2 conditions. La démonstration, elle est basée essentiellement sur, on écrit, le fait d'écrire les 2 polynômes A et B dans le sens décroissant, des puissances, et ensuite, on fait comme une sorte de division du premier monôme sur premier monôme. D'accord? C'est pas, ça c'est, comment dire, c'est un abus de langage parce qu'on n'a pas défini la division des monômes. Mais c'est juste donc, on définit Q1 comme le premier monôme sur le deuxième monôme. Ensuite, multiplication, soustraction, on fait le test. Pour le reste, s'il vérifie, on s'arrête. Sinon, on poursuit comment? En divisant le premier monôme du premier reste sur toujours le premier monôme de B. On obtient un Q2, multiplication, soustraction, et on fait le test. Et on continue jusqu'à l'obtention d'un test positif, c'est-à-dire un reste qu'on appelle Rn, dont le degré est inférieur strictement au degré de P. Et dans ce cas-là, on prend Q, parce qu'on cherche Q. Q, ça sera Q1 plus Q2 plus jusqu'à Qn, et R, c'est le dernier reste. Et on vérifie facilement que ce Q qu'on a pris et le R qu'on a pris vérifient ces 2 conditions. Pour l'unicité, toujours, on suppose qu'on a deux couples, Q1, R1, Q2, R2, et ensuite avec juste des petites astuces sur le degré. Ensuite, donc on va utiliser cette égalité pour Q1, R1, la même chose pour Q2, R2.
et on a les deux conditions et elles sont vérifiées, on fait une soustraction et on travaille sur le degré, ensuite on trouve une contradiction, d'où l'unicité. Ensuite, on a vu un deuxième théorème, on l'a appelé théorème selon les puissances croissantes maintenant. Alors, le résultat de ce théorème, il dépend de K. Donc, soit K appartient à N, K, il est appelé l'ordre du division. Donc, soit AB de polynôme, tel que la variation de B soit nulle, c'est-à-dire la partie constante de B soit non nulle. Donc, il va exister un unique, donc il y a l'existence et l'unicité d'un couple QR. En réalité, Q et R, ils dépendent. Est-ce que Q et R dépendent de K? Allô? Allô? Oui. Q et R, est-ce qu'ils dépendent de K dans la division selon les puissances croissantes? Oui, ils dépendent de K. Voilà. Pour chaque cas, il existe un unique couple. D'accord? Donc, bien sûr, Q et R dépendent de K, mais ici, c'est juste pour alléger les écritures, on n'a pas fait Q indice. Mais normalement, Q indice K et R indice K. Alors, il existe ce couple qui vérifie cette égalité. Attention, ici, c'est X à la puissance K plus 1 fois R. Et le degré de Q, il est inférieur ou égal à K. Donc, cette division s'appelle division selon la puissance croissante à l'ordre K. Alors, on a montré ça en utilisant la récurrence. Est-ce que, dans la démonstration, est-ce qu'on a montré l'unicité ou pas encore? Pas encore, madame. Pas encore, très bien. Alors, qui peut me rappeler comment on a montré déjà l'existence? Rapidement. Juste une idée, juste une petite phrase. On l'a montré en utilisant la récurrence. Pour K égale à 0, c'est évident. Donc, on a trouvé Q et R. Et ensuite, on a supposé que c'est vrai pour K. Et après, on a montré ça, que c'est vrai pour K plus 1. Comment on l'a montré? La récurrence. Voilà, pas la récurrence. Et ensuite, voilà, on l'a montré. Non. Est-ce que je vous ai donné un exemple? Non. Si, je pense qu'on a commencé carrément l'exemple avant la démonstration. Mais de toute façon, on va voir ça tout de suite. Donc, on va continuer l'unicité. Voilà la récurrence. Il faut montrer que c'est vrai pour K plus 1. Alors, pour la démonstration pour K plus 1, il suffit juste de rompre, puisqu'on a, d'après l'hypothèse de référence, on a l'existence de ce couple qui vérifie cela. Donc, puisqu'il existe, et puisque dans le cas égal à 0, et ça marche pour n'importe quel A, donc il suffit de remplacer dans l'étape K égale à 0, je remplace A par RK. Il va exister Q'R', donc qui vérifie cela. Et après, tout de suite, on peut trouver que QK plus 1, on peut prendre QK plus 1, ce polynôme-là, et RK plus 1, c'est R'. Et on vérifie que QK plus 1 et RK plus 1 vérifient les deux conditions de la division, à savoir l'égalité et la condition sur le degré. Donc, ça marche, quel que soit K appartenant. Maintenant, pour l'unicité de ce couple QK-RK. Alors, j'ai écrit ici QK-RK. Normalement, voilà, QR, il dépend de K, donc on a montré ça. On a dit on va écrire ça. Mais ici, donc, par l'absurde, on va supposer qu'il existe deux couples. Mais ici, quand j'ai dit Q1, R1, Q2, R2, c'est juste, ce n'est pas K ici égale à 1, ici K égale à 2. Non, c'est juste pour dire premier couple et deuxième couple. Vous voyez? Donc, le premier couple, il va vérifier l'égalité
et la condition. Et le deuxième couple, il va vérifier l'égalité et la condition. Bien sûr, on a ici x à la puissance k plus 1 fois R1. Ici, k plus x à la puissance k plus 1, R2. Alors, on va supposer que R1 est différent de R2. D'accord? Alors, déjà, cette égalité, moins celle-là, ça donne BQ1 plus XK, plutôt en comparant ça et ça, donc on a égalité, ça sera BQ1 plus X à la puissance K plus 1 R1 égale BQ2 plus XK plus 1 R2. Je factorise par B. B, ça sera B fois Q1 moins Q2 égale X à la puissance K plus 1 R2 moins R1. Dans la démonstration du théorème de la division euclidienne, qu'est-ce qu'on a fait pour montrer l'unicité? On a fait, donc c'est quelque chose qui est analogue à ça, mais ici, on a travaillé avec le degré. Pardon? Donc, on a travaillé avec le degré. Maintenant, on va travailler avec la variation. Dans la démonstration de l'unicité du théorème de la division sur la puissance croissance, donc on procède par variation et on utilise la variation. Alors ici, la variation de B plus la variation du produit, c'est la somme des deux variations. Donc, ça sera variation de B plus variation Q1 moins Q2 égale variation de X A plus 1 plus variation de R2 moins R1. C'est quoi la variation de B? 0. Pourquoi? D'après l'énoncé du théorème. Plus variation de Q1 moins Q2. Écoutez, il faut écrire ou bien prendre des captures d'écran. D'accord? Pour ne pas dormir. Parce que vous avez besoin de ça. Alors, la variation de x à la puissance k plus 1, ça c'est un monom. Sa variation, c'est la même chose que son degré. Donc, c'est k plus 1. Et ici, la variation de R2 moins 1. Alors, ici, c'est... Donc, on n'écrit pas. Val Q1 moins Q2, je la garde. Val xk plus 1, c'est k plus 1. Et val R2 moins R1, je la mets ici. Alors, j'ai positif égale positif plus positif. Donc, celui-là, il est plus grand que ces deux-là. Donc, la variation de Q1 moins Q2 est plus grande que K plus 1. Je note ça 1. D'autre part, donc déjà, ça, c'est d'une part. D'autre part, on a d'après la condition sur le degré de Q1, il est inférieur à quoi? Pourquoi le degré de Q1 est inférieur à K? Rapidement. Réveillez. C'est la première division. Parce que, Après l'énoncé du théorème. voilà, et parce qu'on fait une division à l'ordre K. D'accord? Donc, degré de Q1, il sera inférieur à K. K, bien évidemment, strictement inférieur à K plus 1. Même chose, Q2. Q2, c'est une solution. Donc, degré de Q2 sera inférieur à l'ordre K. Et K, bien évidemment, toujours inférieur strictement à K plus 1. Donc, il y a un degré de Q1 moins Q2 en fonction de Q1 de Q2. Donc, ce moins, normalement, c'est plus l'opposé. Alors, degré de la somme, c'est inférieur au max des 2 degrés. Donc, ça, c'est inférieur au max degré Q1 de moins Q2. 2 moins Q2, c'est 2 Q2. Donc, il est inférieur au max des 2 degrés. Chaque degré, il est inférieur strictement à K plus 1. Donc, le max des 2 degrés est inférieur strictement à K plus 1. Donc, 1 et 2, on nous donne 1 et 2. De 1 et 2, on obtient la variation de Q1 moins Q2, elle est supérieure ou égale à K plus 1. Ce K plus 1 est supérieur strictement de Q1 moins Q2. Donc, la variation, elle est supérieure strictement au degré. Donc, ce qui est absurde, parce que la variation ne peut jamais dépasser le degré. Maximum, elle sera égale. Donc, là, la variation est inférieure toujours
est inférieur ou égal au degré, quel que soit P appartenant à X. Donc, R1 égale à R2, qui implique que Q1 égale à Q2. L'unicité du couple QR. Alors, pour l'exemple, je vais juste te rappeler rapidement. Donc, on l'a déjà fait. Donc, on a A. Il faut absolument écrire A et B. Ça, c'est B, hein, dans le sens des puissance croissance. Donc, ça sera 4 plus x carré divisé par 1 plus x. Donc, premier monombre sur premier monombre, 4 sur 1, ça sera 4. Multiplication par B, 4 fois B, ça sera 4 plus 4x plus 4x carré. Soustraction, ça donne moins 4x moins 3x carré. Donc, il faut aussi écrire le reste dans, excusez-moi, allez, excusez-moi. Donc, j'ai dit qu'il faut toujours écrire A et B, même, même le reste aussi doit être écrit, d'ailleurs tous les restes doivent être écrits dans le sens des puissances décroissantes. Bien. Alors, celui-là, arrivé à ce stade, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je ne me suis pas arrêtée à ce premier reste? Qu'est-ce qui va pas? Rapidement. Factorisable par x à la puissance 3. Et pourquoi 3? Parce qu'on nous a... On a k est égal à 2. Donc, il faut que le reste soit factorisable par x à la puissance 4 plus 1, c'est-à-dire x à la puissance 3. Ici, ce n'est pas le cas parce qu'on a x carré. Pour que ce soit factorisable par x à la puissance 3, il faut que ça commence par x, minimum x à la puissance 3. D'accord? Donc, on poursuit en divisant premier monombre sur premier monombre moins 4x, division soustraction. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Donc, multiplication, soustraction, on obtient un deuxième reste, x carré plus 4x3. Le test, est-ce que c'est factorisable par x à la puissance 3? Non, à cause de x carré. Je poursuis en divisant le premier terme sur le premier. Ça donne x carré, multiplication, soustraction, on obtient 3x3 moins x4. À ce stade-là, je regarde le reste là. Est-ce qu'il est factorisable par x à la puissance 3? Oui. Donc, ce sera x à la puissance 3 fois 3 moins x. Donc, et c'est ça le reste à l'ordre 2. Et ça, c'est le quotient à l'ordre 2. Bien évidemment, toujours le test, il faut regarder déjà si le reste, il est factorisable par x à la puissance 3. Et aussi, il faut regarder le degré du quotient, il faut qu'il soit inférieur ou égal à K. Ici, 2. Donc, toujours pour le premier reste, 100 degrés, c'est 0. Donc, ça ne pose pas de problème. C'était le reste qui posait problème. Le deuxième reste, c'est le degré, c'est 1. 1 inférieur ou égal à 2. Donc, il ne pose pas de problème. Mais le reste, le R2, qui posait problème. Donc, c'est pour ça qu'on a continué. Maintenant, le reste numéro 3, il est factorisable. Donc, il ne pose pas de problème. Et le quotient, il est de degré 2. Aussi, il est inférieur ou égal à 2, donc il ne pose pas de problème. Question, supposons que je n'ai pas fait attention à ces tests et je poursuis la division. Qu'est-ce qui va se passer? J'obtiens ici quelque chose qui est factorisable carrément par x à la puissance 4. Donc, c'est possible, donc c'est valable. Et le test de la factorisation du reste ne posait pas de problème. Et qu'est-ce qui va poser problème? Le degré de Q ne sera pas inférieur ou égal à K. Très bien. Le degré de Q sera, maintenant il y a x à la puissance 3, 3x3 je pense. Donc le degré de Q sera 3, qui n'est pas inférieur ou égal à 2. Donc c'est le quotient qui va poser problème. Mais
une question qui est bien, qui en fait, à votre avis, qui peut me donner l'avantage de faire la division comme ça, selon à l'ordre de. C'est que si par exemple, si je vous donne maintenant, voilà, je veux effectuer la division de A par B, le même A et le même B, mais cette fois-ci à l'ordre 3. Qu'est-ce que vous allez faire? On va terminer la division. On va poursuivre. On va continuer la division. C'est-à-dire, on va garder tout ça et on va juste continuer cette division en divisant 3x3 par 1. Multiplication, soustraction et on trouve ce qu'on veut. C'est ce qui est de passer d'un ordre à un ordre. Il faut juste continuer la division. C'est-à-dire, on ne perd pas ce qu'on a fait avant. C'est ce qui est. Donc, voilà. Maintenant, on passe. L'exemple ici. Alors, grand 3 arithmétique dans KX, divisibilité, 3, 1 divisibilité dans KX. Alors, soit A et B, deux polynômes de KX. On dit que B divise A, ou A est divisible par B. Je parle des polynômes ici. S'il existait un polynôme Q appartenant à KX tel que A égale à B fois Q, B divise A. Il existe Q appartenant à X tel que A égale à B fois Q. Autrement dit, quoi? Qui peut me donner la relation entre B divise A et la division euclidienne? Rapidement. A est égal à BQ plus XR. Il n'y a pas de reste. Tu dis division euclidienne. Oui? Il n'y a pas de reste R. Dans la division euclidienne. D'accord? Elle est la première division. C'est-à-dire, c'est équivalent à dire. Donc, B divise A, par définition, il existe B, un polynôme, tel que A égale à B fois Q. Écoutez, la KX, et ça, c'est équivalent à dire que le reste de la division euclidienne de quoi par quoi? De A par B. Est nul. On dit aussi que A est un multiple de B ou B est un diviseur de A. On a plusieurs, c'est la même chose. B divise A. A divisible par B. A multiple de B. B est diviseur de A. Ces quatre choses sont les mêmes. Aussi, c'est la même chose que il existe Q tel que A égale à B fois Q. Ou, par exemple, si on dit le reste de la division euclidienne de A par B est nul. Tous ces, je pense qu'il y a 6 choses ici, sont les mêmes. D'accord? Remarque. On va voir là. Oui. Si B divise A, qu'est-ce que vous pouvez me dire du degré de B et degré de A? Toujours, le degré de B sera inférieur ou égal à degré de A. Pourquoi? Parce que regardez, si B divise A, alors degré de A, c'est combien? Rapidement. Degré de B plus degré de Q. Très bien. Donc, degré de B, il est toujours inférieur au degré de A. Petite question. Si B divise A, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce Q-là, ce polynôme Q? Rapidement. Égal à 1. Non, mademoiselle, pourquoi ce 1? Q, polynôme Q. Rapidement. Et il est aussi Inférieur au degré de A. Un diviseur de A. Voilà, il divise aussi A. Si B divise A, alors le polynôme Q qui va exister divise aussi A. Et aussi, on a diviseur de A égale, pardon, degré de A égale 2B plus 2B.
Q. Donc, 2P il est inférieur à A et aussi 2Q inférieur ou égal à A. Le polynôme nul, il est divisible par n'importe quel polynôme non nul de Kx. Pourquoi? Tu peux m'expliquer pourquoi? Rapidement. Quand j'ai dit montrer que maintenant, par exemple, B divise A, il faut trouver le polynôme Q et vérifier que A égale à B fois Q. Donc, pourquoi 0 est divisible par n'importe quel polynôme? Il faut qu'on choisisse Q est égal à 0. Q égale? Je vous entends mal. 0. Très bien. Voilà, donc je reviens ici. Si A égale à 0, pourquoi 0, Kx, il est divisible par n'importe quel polynôme non nul? Pourquoi il est multiple de n'importe quel polynôme non nul? Parce qu'il va exister Q. Q, dans ce cas-là, je peux le prendre, c'est 0. Et 0 de Kx égale à B fois 0 de Kx, quel que soit B. D'accord? Alors, exercice, vous pouvez faire, je vais juste voir ce que j'ai ici. Voilà. Exercice voir tableau. Oui, mademoiselle. Désolée, je n'ai pas bien saisi ce dernier théorème. Définition, tu veux dire? Ou la remarque? Oui, la remarque. La première, c'est bon pour I. Pour la deuxième, pourquoi on a pris pour Q convert 0? Je prends A égale à 0, de K, hein, 0 de Kx. Alors, on dit, pourquoi 0 de Kx est divisible par n'importe quel polynôme non nul de Kx? Pourquoi quand je dis il est divisible par, il est multiple. Pourquoi 0 est multiple de n'importe quel polynôme non nul de Kx? Pourquoi? Parce qu'il va exister Q. Parce que regarde, quand je dis divisible, A, il est divisible par B. Il faut me trouver Q tel que A égale à B fois Q. J'ai ici A égale à 0 de Kx. Pourquoi il est divisible par n'importe quel B? Parce que je peux choisir Q égale à 0 de Kx. Et je sais que 0, le polynôme nul fois n'importe quel B, égale à 0. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Et c'est évident. Donc, exercice, vous notez, toujours il faut noter ce qui est écrit ici à la main. Alors, soit AB, soit ABCD, 4 polynômes de Kx, tels que si A, alors c'est quelle page? Alors, soit ABCD, 4 polynômes de Kx, tels que si A divise, elle dit, c'est pas tel que, elle dit montrer que, s'il vous plaît. Ici, montrer que A divise B et B divise C, alors A divise C. Ensuite, montrer que si A divise B, alors A divise BC, quel que soit C. Si A divise B et A divise C, alors A divise la somme B plus C. Si A divise B et C divise D, alors AC divise BD. Alors, ici, écoutez, c'est montrer que. Pour la première, qui peut me la faire comme ça oralement, et les autres sont analogues. La première. Pourquoi si on a A divise B et B divise C, alors A divise C? Oui, mademoiselle. Madame, on a A divise B, c'est-à-dire A est égal à QB. Chauffe. Et B divise C, c'est-à-dire B est égal à Q'.
mademoiselle, A divise B. Ça ne veut pas dire A divisible par B. Faites attention. Le contraire. A B قاسم égale à AQ. يعني B elle est multiple de A. Allô? Oui, madame. Alors, tu reprends. Donc, B est égal à QA. Très bien. Ou Et ça, C est égal à Q'B. avec QQ' du polynôme de KX. Oui. Alors, Et on remplace B par QA. écoutez, il faut faire ça comme un, il faut faire un brouillon et tout ça. Donc, proche, oralement. Oui, mademoiselle, continue. Oui, madame. Donc, tu remplaces C par son expression qui est Q'B dans... Non, non, pardon. Tu remplaces quoi? Tu remplaces B B par son expression QA QA. et on obtient C égale. Q'Q A. Très bien. Donc, A divise. A divise C. Très bien. Et la même chose, on peut la faire pour 2, 3, 4. C'est analogue. Bien. Là, non. Madame, Oui. je n'ai pas entendu comment on fait la démonstration. Alors, écoute, pour la première, si A divise B, donc on a A divise B, ça veut dire quoi? Rapidement. A divise B. Ça veut dire qu'il va exister Q appartenant à X tel que allô? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, madame. Oui, madame. Tel que quoi? B est égal à Q fois A. B égale Q fois A. Très bien. Ensuite, il faut noter. Hein. B divise C, ça veut dire quoi? C est égal à B fois Q'. Il existe Q' appartenant à KX tel que C égale Q' fois B. Ensuite, je remplace B par QA dans quoi? Dans l'expression de C. Et j'obtiens C égale Q', QA. Donc, A divise C, après la définition. Madame, Oui, on note واحد Q de prime est égal Q prime multiplié Q. oui, parce qu'il suffit de prendre, par exemple, Q seconde, c'est Q prime Q. Comme Oui. ça, j'ai C égale à Q seconde fois A. Fois A A. divise. A divise. Merci. Voilà. Et je me demande comment je peux écrire table blanc. Bon. Alors, donc c'est bon, donc je passe à la définition. Oui, madame. Alors, soit P est un polynôme de Kx avec le degré de B est supérieur ou égal à 1. Donc ici, quels sont les polynômes qui ne sont pas concernés par cette définition? Ce sont les polynômes dont le degré est égal à 0. 0, c'est-à-dire les polynômes constants. Le polynôme P est dit irréductible ou premier dans Kx si ses seuls diviseurs sont de la forme 1 de Kx fois constante, ou bien le polynôme lui-même fois une constante alpha avec alpha appartenant à K.
Les seuls diviseurs. D'accord? Et écoutez, je dis premier dans KX. Parce que si je change K, ça peut être n'est pas premier. Donc, il faut faire attention. Dans le cas contraire, on dit que le polynôme est réductible ou non premier dans KX. C'est quoi le cas contraire? Autrement dit, quand est-ce que je peux dire qu'un polynôme P est non premier? Rapidement. Oui. S'il a d'autres diviseurs sauf alpha A, KX et alpha P. Voilà. S'il existe s'il existe un autre diviseur qui est différent du polynôme unité et du polynôme lui-même. Alors, déjà, est-ce que 1 kx fois alpha et alpha fois p sont toujours diviseurs de p? Oui. Oui. Le polynôme unité, bon, fois une constante, et le polynôme lui-même fois une constante sont toujours diviseurs, quel que soit p. D'accord? Mais alors, s'il est premier, alors ces deux-là sont les seuls diviseurs. S'il est non premier, alors on va trouver autre chose, un autre polynôme. D'accord? Exemple, simple, cette partie, elle est très simple. On va commencer par l'exemple. Soit P égale à x carré plus 1. Alors, x carré plus 1, ce polynôme-là, il appartient à quoi? À Rx. Eh bien, et aussi, donc, ça implique qu'il appartient aussi à Cx. Alors, P, est-ce qu'il est irréductible ou pas? J'ai dit que la question premier ou non premier, ça dépend du cas, du choix de cas. Si je suis dans Rx ou bien dans Cx, ça peut changer. Alors, je prends ce polynôme-là, x carré plus 1. Est-ce qu'il est premier ou non premier? C'est-à-dire, est-ce qu'il est irréductible ou non? Alors, donc pour ne pas perdre notre temps, alors si je le considère dans Rx, donc si je veux parler des diviseurs dans Rx, alors on va dire que P, il est irréductible, c'est-à-dire il est premier dans Rx. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez me trouver P égale un polynôme fois un autre qui sont différents de x carré plus 1 et de l'unité? Non, je ne peux pas trouver. Donc, il est premier ou bien il est irréductible dans Rx. Par contre, si je veux parler de P dans Cx, il a quoi comme diviseur? X moins I ou X plus I. X, parce que je peux écrire x carré plus 1 comme x moins I et x plus I. Et aussi, normalement, j'ai dit les diviseurs, aussi, vous pouvez rajouter sur vos cahiers, il y a deux diviseurs encore. Ils sont évidents, sans lesquels? Polynôme unité et le polynôme P lui-même. Bien sûr, tout ça fois des constantes non nulles. Je peux les multiplier par des constantes non nulles. Donc, et ces diviseurs-là, x moins I, est-ce qu'il appartient à Rx, ce polynôme-là? Non. Non. Il appartient à Cx. Et x plus I, la même chose. Donc, P, il est premier dans Rx parce que les seuls diviseurs sont P et le polynôme unité. Mais dans Cx, il n'est plus P, il n'est pas premier, bien il n'est pas irréductible parce que les diviseurs de P dans C sont x moins I, x plus I, et les diviseurs évidents toujours, c'est P et c'est l'unité 1 de Cx. D'accord? Remarque, alors soit, alors, okay.
les remarques. Et quoi? Les exemples. Remarque 1. Voilà, l'exemple, c'est fait. Maintenant, remarque. Soit A appartenant qu'à X. Alors, tout polynôme de la forme alpha fois A avec alpha non nul divise A. C'est ça ce que j'ai dit. Toujours, si je multiplie A par un scalaire non nul, j'obtiens un diviseur. Et ce sont des diviseurs évidents. Toujours, on dit, voilà, c'est le polynôme nul. Pourquoi alpha fois A divise A? Parce que A, il peut s'écrire sous la forme alpha fois A fois 1 sur alpha. D'où alpha, il faut qu'il soit non nul. Donc, alpha fois A, il divise A. Et aussi 1 sur alpha fois l'unité divise aussi A. Ce sont des remarques qui sont évidentes. Deuxième. Un polynôme irréductible est toujours non nul. Parce que le polynôme nul, il a combien de diviseurs, le polynôme nul? Une infinité. Une infinité, avec de différents degrés. D'accord? Et troisième remarque, si P il est de la forme A1x plus A0 avec A1 différent de 0, c'est-à-dire un polynôme de degré combien? De degré 1. De degré 1. Alors, P est un polynôme irréductible donc à X, quel que soit K. Les polynômes de degré 1 sont toujours irréductibles. D'accord. Pourquoi? Parce que est-ce que je peux trouver un diviseur de P, différent de P et de l'unité? Non. Voilà, donc, parce que supposons qu'il existe. Donc, son degré, il sera inférieur à P. Donc, il sera nul. Donc, on va tomber sur le polynôme constant, qui est l'unité fois une constante. Donc, toujours un polynôme de degré 1, il est toujours irréductible donc à X, quel que soit. Ça y est. Donc, on a fini ce chapitre. Et on va... Donc, ici, ce qu'il faut retenir, les deux théorèmes, bien sûr, Kx mu de plus et de la multiplication, c'est un anneau massif. Et la division selon les puissances décroissantes, c'est-à-dire la division euclidienne, et aussi la division selon les puissances croissantes. Hein? Et cette question de divisibilité et la définition du polynôme irréductible, l'arithmétique. Alors maintenant, on va passer au chapitre 4, dérivation et zéro de polynôme. C'est la suite, on va dire, du chapitre 3. Donc, dérivation et zéro de polynôme. Donc, je rappelle qu'un polynôme, c'est une suite, puission qui s'annule à partir d'un certain rang, mais que je peux l'écrire en utilisant le polynôme indéterminé comme ça. P égale A0 plus A1x plus A1xn. Avec x, c'est quoi? 0, 1, 0, 0. Alors, on appelle, déjà, ici, c'est grand 1, dérivation de polynôme. Grand 1, petit 1, définition d'un polynôme dérivé. Voilà la définition d'un polynôme dérivé. Donc, soit le polynôme suivant, avec 1 supérieur ou égal à 1. Donc, on appelle polynôme dérivé de P, c'est le polynôme de Kx, c'est-à-dire le polynôme dérivé de P est aussi un polynôme. Notez P'. Il définit par P'. On a dit P', c'est un polynôme, donc il sera aussi une suite de coefficients qui s'annulent à partir d'un certain rang. Voici les coefficients de P'. Regardez, les coefficients de P, c'était A0, A1, A2 jusqu'à AN et ensuite une infinité de 0.
Maintenant, P', c'est A1, 2A2. Donnez-moi ici le coefficient suivant. 3 à 3. 3 à 3. 3 à 3, 4 à 4, et ainsi de suite, N à N. Mais sachant que ici, c'est pour le rang 0. Ou bien la position 0, la position 1. Et ici, c'est quelle position? N. Non. N-1. Laissez. Position 0, j'ai A1. Plus 1. N plus 1. Position 0, j'ai A1. Position 1, j'ai 2A2. Position 2, j'ai 3 à 3. Donc, position combien? J'ai N à Plus N. 1. N plus 1. N-1. Position N à N. Position N. Position N-1, mademoiselle. Je commence par position 0. Position 0, j'ai A1. Position numéro 1, j'ai 2 à 2. Position numéro 2, j'ai 3 à 3. Donc, position, toujours le numéro de la position, il est inférieur à l'indice. Donc, position N-1, j'ai N à N. Alors, si je vais écrire ça en utilisant le grand X qui est le polynôme indéterminé. Alors, ici, ce sera quoi? 1 plus 2A2 fois X plus jusqu'à N à N fois Xn moins. Vous avez compris? Oui, madame. Voilà, c'est comme ici. Normalement, si je vais écrire ça comme suite, ça sera, j'ouvre la parenthèse, A0, virgule, A1, virgule, A2, jusqu'à, voilà, A1, et ensuite, infini 0. Ici, c'est la même chose. Donc, ça sera A1, plus ça fois X, plus 1, jusqu'à ce coefficient-là fois Xn. Autrement dit, quel que soit 1 supérieur ou égal à 1, P, si c'est écrit sous cette forme-là, sigma AK, XK, K allant de 0 jusqu'à 1, c'est cette écriture-là. Alors, le polynôme dérivé P', il s'écrit sous la forme sigma KAK, X à la puissance K moins. K allant de 1 jusqu'à 1. Et par convention, si P est une constante, on écrit P', c'est le polynôme nul. Alors ici, c'est analogue à ce qu'on fait en analyse. Donc, si on veut dériver une fonction née dans R, ce qu'on fait en analyse, eh bien ici, je travaille, donc si je prends l'application polynomiale, ça sera P tilde, je l'applique à X, quel que soit X appartenant à R. Donc, P' sera la dérivée de P par rapport à dx, c'est sigma AK, petit x à la puissance K moins 1, K allant de 1 jusqu'à N. C'est analogue. C'est noté, c'est bon? Oui. Donc là, c'est facile à retenir parce qu'il est analogue à ce qu'on fait en analyse. Sauf que ici, j'ai dit, on définit, je pose ça. Mais je n'ai pas la limite de, je sais pas, fx plus t sur t quand t tend vers 0, tout ça. Non, si on n'a pas des fonctions, ce sont des suites. Donc voilà, on définit comme ça, P'. Mais si je veux parler de la dérivation par rapport à x, je peux parler de ça, mais en utilisant l'application polynomiale, et non pas les suites, et non pas les polynômes. Bien. Proposition. Quel que soit PQ de polynôme de Kx et quel que soit lambda scalaire de K, on a la dérivée de la somme P plus Q, c'est quoi? C'est la somme des deux dérivés. Des deux dérivés. Donc, P plus Q', c'est P' plus Q'. Deuxièmement, lambda P', la dérivée de lambda P, c'est lambda fois P'. Et la dérivée du produit, c'est P'Q plus PQ'. C'est aussi analogue à la dérivée du produit de deux fonctions. N'est-ce pas? F fois G', c'est F'G plus G.
À votre avis, comment on peut démontrer ça? Simplement, je pose P, c'est A0 plus A1X plus jusqu'à A1XN. Je pose Q, c'est B0 plus B1 jusqu'à un certain M. Je fais la somme, A0 plus B0 plus A1 plus B1X et ainsi de suite. Je calcule la dérivée en utilisant la définition. Je pose ça d'une part. D'autre part, j'écris la dérivée de P' et j'écris la dérivée de Q'. Je fais la somme et en comparant, on trouve la même chose. Même chose pour 2 et pour 3 aussi. Toujours ici, par exemple, il faut que je calcule P qui est le produit de P fois Q. Je la calcule d'abord. J'écris la dérivée en respectant la définition. Ça, c'est d'une part. D'autre part, j'écris P', je la multiplie par Q. Et ensuite, je dérive Q, je la multiplie par P. Et je fais la somme. Et en comparant, on trouve la même chose. Maintenant, grand 1, petit 2. Dérivées successives et formule de Maclaurin. Est-ce que vous avez des questions jusqu'au-là? Non. Non, madame. Non. Donc, formule de dérivées successives et formule de Maclaurin. Définition. Soit P, un polynôme de Kx. Quel que soit n appartenant à n, on définit par récurrence le polynôme dérivé d'ordre n. C'est-à-dire la dérivée seconde, dérivée troisième, et ainsi de suite. Du polynôme P, qu'on note P, la dérivée nème de P. Écoutez, quand je mets n entre deux parenthèses, ça veut dire que je parle de la dérivée d'ordre n. Sans parenthèse, c'est le polynôme à la puissance n. Donc, il faut ces parenthèses, il ne faut pas les oublier si vous êtes en train de travailler sur le dérivé. Alors, la dérivée d'ordre 0. Cette notation, c'est P. Par définition, c'est P. Si j'écris P à la dérivée zéroième de P, c'est P. Et ensuite, quel que soit n appartenant à n étoile, la dérivée nème de P, bien la dérivée d'ordre n du polynôme P, c'est quoi? Eh bien, c'est la dérivée de Pn-1. C'est tout. Allez, si je vous demande maintenant je vous donne un polynôme P. Je vous demande de calculer le polynôme dérivé d'ordre 3. Qu'est-ce que vous allez faire? Rapidement. P2'. La dérivée de le polynôme d'ordre 2. Mais tout d'abord, qu'est-ce que vous avez P? On calcule P' en utilisant la définition. Oui. Ensuite, P seconde, elle est P2 ici. Je calcule la dérivée de la dérivée. La dérivée de P'. P', je l'ai. Et ensuite, je calcule sa dérivée. J'obtiens P2. Elle est la dérivée seconde. Et pour la dérivée 3, je calcule P seconde que je viens de trouver. D'accord? Si je vous demande P4, donc encore, je dérive P3. Mais toujours, il faut commencer par P', P2, et ainsi de suite, jusqu'à l'ordre qu'on veut de dérivation. Remarque, alors. Voilà, donc ça, on l'a déjà dit. P0, c'est P. P1, c'est P'. P2, c'est ce P'-là encore prime. Où j'ai la dérivée, j'ai la définition. Donc, il n'y a pas de... Maintenant, regardez avec moi ça. Il faut noter, hein, toujours. Ce n'est pas la peine que je rappelle à chaque fois.
peux me lire ça rapidement? X à la puissance Q, le tout d'ordre C'est 1. K, mademoiselle. Ah oui, c'est K, oui. X à la puissance K, le tout à l'ordre 1. Donc, c'est la dérivée première Du polynôme X à la puissance K. et x à la puissance K, il s'appelle monome. D'accord? Pour moi, c'est un polynôme, mais c'est un cas particulier. C'est un monome. Oui. Alors, c'est quoi la dérivée de celui-là? X à la puissance K. Kx à la puissance K moins 1. Voilà, en utilisant la définition. Ou bien c'est tout simplement, si vous voulez passer vite, on a dit c'est analogue à ce qu'on fait avec l'analyse, c'est K, X, K moins 1. Mais ça reste des polynômes. Maintenant, la dérivée seconde, c'est quoi? C'est la dérivée de la dérivée. Donc, qu'est-ce que je vais dériver maintenant? Je vais dériver Kx, K moins 1. Qu'est-ce que ça va donner pour la dérivée d'ordre 2? C'est la dérivée de ça. Donc, c'est quoi? C'est comme alpha fois P. La dérivée de alpha fois P, c'est alpha P prime. Donc, le K, il va rester. La dérivée de x, K moins 1, ça sera K moins 1, x à la puissance K moins 2. Très bien. Maintenant, la dérivée troisième. Dérivée troisième de xk. Ça sera la dérivée de xk à l'ordre 2. Et c'est la dérivée de ça. K moins 1, ce sont comme des lambda ou bien des alpha, des scalaires. Donc, K, il va rester là. Le K moins 1, on ne touche pas. Donc, ce sera la dérivée de celui-là, fois la dérivée de celui-là. La dérivée de celui-là, c'est quoi? K moins 2 fois x à la puissance K moins 3. Très bien. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, ce sera produit K et je descends. K moins 1. K moins 1. J'ai l'ordre 2 ici. J'ai ici K moins 1, ici, puissance K moins 2. L'ordre 3. K fois K moins 1 fois K moins 2. Ici, X puissance K moins 3. Donc, l'ordre 4, qui peut me donner la dérivation à l'ordre 4 de XK, oralement. Ça sera? Oui? K moins 1, K moins 2, K moins 3, X puissance K moins 4. Très bien. Donc, la dérivée H-ième, la dérivée à l'ordre H de XK, avec bien sûr, écoutez bien, H, il est inférieur à K. Sinon, ce ne sera pas de la soustraction, n'aura pas de sens. Donc, Néa, je ne suis pas encore arrivé à K. L'ordre de dérivation, il est inférieur à K. Donc, à votre avis, ça va donner quoi? Ça sera le produit, donc K, je descends, fois K moins 1, je descends, fois K moins 2, jusqu'à combien? Si l'ordre 3, je descends à moins 2. L'ordre 2, K moins, entre parenthèses, H moins 1. Donc, j'enlève les parenthèses, ça sera K moins H plus 1. Fois X à la puissance K moins H. Bien évidemment, K moins H. Très bien. Alors maintenant. Madame, s'il vous plaît, si H est inférieur strictement ou égal à K? Il n'y a pas de souci, ou égal à K. D'accord, merci. Maintenant, le cas particulier H égale à K, comment vous pouvez m'écrire ça? C'est K fois K. C'est ça ce que j'écris. J'espère que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? K ici et ici, l'ordre, c'est? J'espère que vous voyez. K. Donc, en particulier, si H égale à K, c'est-à-dire je dérive l'ordre de dérivation égale ici K. Donc, ça va être K, je descends, fois K moins 1, fois K moins 2, fois K moins 3, je descends jusqu'à K combien? K moins K plus K moins
Entre parenthèses, k moins 1, c'est 1. Voilà. Et x à la puissance k moins k. K. 0. X à la puissance 0, c'est le polynôme unité 1 indice kx. Alors, c'est quoi k fois k moins 1 fois jusqu'à fois 1? Autrement dit, c'est quoi le produit 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois jusqu'à k factoriel. Le k factoriel. Vous voyez? K factoriel. Je vous rappelle, k factoriel, c'est quoi? C'est le produit 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois jusqu'à k. Si c'est par exemple k égale à 4, le 4 factoriel, 1 fois 2 fois 3 fois 4. C'est le produit de 1 jusqu'à voilà le k factoriel. Ici, on ne l'écrit pas. Non, c'est 1 indice kx, un grand X, s'il vous plaît. Voilà. Et maintenant, si H, il dépasse strictement K. Et là, par exemple, regardez avec moi, si H égale à K plus 1, là, je suis dans H égale à K. Si H égale à K plus 1, ça sera la dérivée Hième, c'est quoi? C'est la dérivée xk H moins 1, n'est-ce pas? Pardon. Si, oublions ça. Maintenant, on a la dérivée km de xk. Allez, c'est quoi la dérivée k plus 1 de xk? La dérivée de la dérivée k plus 1 de xk. C'est quoi? Par définition, c'est quoi? Ne dormez pas, s'il vous plaît. C'est quoi la dérivée k plus 1 d'un polynôme P? La dérivée k plus 1 d'un polynôme P. C'est la dérivée de... En fait, c'est P, et la dérivée à l'ordre K, tout ça prime, n'est-ce pas? Donc, si je veux la dérivée K plus 1, celle qui va venir juste après le K, ce sera la dérivée de ça. La dérivée de ça, c'est combien? Pardon? La dérivée de ça, c'est combien? De K factoriel. Voilà, K factoriel, c'est juste... Ici, c'est polynôme constant. C'est juste une constante. Donc, c'est 0. Et ensuite, la dérivée K plus 2. C'est la dérivée de 0, c'est 0. La dérivée K plus 3. C'est nul. Donc, c'est ça ce que j'écris ici. Si H il dépasse strictement K, donc la dérivée Hième de xk, elle est nulle. Pourquoi? Parce que la dérivée K plus 1 de x à la puissance K, ça sera la dérivée de ça. Ça, c'est 0. La dérivée K plus 2, c'est la dérivée de 0, c'est 0, et ainsi de suite. Tout est nul. Donc, récapitulant. Ici, donc, le théorème de Maclaurin ou bien le théorème de Taylor qu'on va voir après sont basés sur ça. Donc, la dérivée première des monômes xk, c'est kxk moins 1. Dérivée deuxième, c'est ça. En général, la dérivée à l'ordre h de xk, c'est k moins 1 jusqu'à k moins h plus 1 x à la puissance k moins h sur si h est inférieur ou égal à k. Dans le cas particulier où l'ordre de dérivation égale k, c'est-à-dire la dérivée km de xk, eh bien, c'est k factoriel. Donc, tout de suite, la dérivée qui vient après, les dérivées qui viennent après, c'est-à-dire dérivée k plus 1 de xk, c'est 0, et ainsi de suite. C'est-à-dire, si h dépasse strictement k, alors la dérivée Hième de xk, c'est 0. Donc, on va utiliser ça
dans la deuxième remarque, soit P égale A0 plus A1x plus A2x2 plus A1xn. Alors, c'est quoi la dérivée énième de P? Tout à l'heure, dans le début de ce chapitre, on a vu que la dérivée de la somme, c'est la somme Des dérivés. des dérivés. Donc, si je veux parler de la dérivée seconde de la somme, ce sera la même chose. C'est la dérivée seconde. C'est la somme des deux dérivées secondes. La dérivée énième d'un polynôme qui est une somme, la dérivée énième de cette somme-là, c'est la somme des dérivés énièmes de chaque monôme, n'est-ce pas? Donc, la dérivée énième de P, ça sera la dérivée énième de A0, plus la dérivée énième de A1x, plus la dérivée énième de carré jusqu'à la dérivée énième de ANXN. Bien. Donc, la dérivée énième de A0 vaut combien? C'est 0. La dérivée énième de A1x? A1. La mademoiselle. Énième. 0. Pourquoi? Parce que n est supérieur Parce que le degré de x est inférieur à 1. Très bien. Parce que déjà maintenant, la dérivée énième de 1 fois x, A1 fois x, c'est A1 fois la dérivée énième de x. X, c'est un monôme. X à la puissance 1. 1 ici, il est inférieur strictement à l'ordre de dérivation. Donc, on est où? On est dans ce cas-là. K, il est inférieur à h. Ici, on a 1, il est inférieur strictement à n. Donc, la dérivée énième ici, c'est 0. Même chose ici. La dérivée énième, c'est 0 parce que 2 est inférieur strictement à n. Jusqu'à l'avant-dernier terme, la dérivée énième de an-1, x à la puissance n-1. Ça sera an-1, la dérivée énième de xn-1, ça sera l'avant-dernier terme. Ça sera 0 aussi parce que on est dans ce cas-là. n-1, il est inférieur à n, strictement. Donc, la dérivée ici, donc tout est nul sauf le dernier. La dérivée énième du dernier terme, c'est combien? C'est an fois la dérivée énième de xn. La dérivée énième de xn, c'est combien? n factoriel. Voilà, c'est comme ici, la dérivée km de xk, c'est k factoriel. La dérivée énième de xn, c'est n factoriel. Donc, c'est ça. Bien sûr, fois le scalaire a. Donc, la dérivée énième d'un polynôme p, donc le degré, c'est n, donc ce sera un n factoriel. Et maintenant, si je veux calculer la dérivée de l'ordre, alors elle est de l'ordre h, à l'ordre h de p, elle est la dérivée hème de p, avec h dépasse strictement n. Donc, ça sera, par exemple, si h égale à n plus 1, ça sera la dérivée de ça. Ça, c'est une constante, donc c'est 0. La dérivée h plus 2, pardon, n plus 2, 0 aussi, parce que c'est la dérivation de 0. Donc, la dérivée hème de p, c'est nul, c'est 0, quel que soit h dépasse strictement n. Vous avez compris? Alors, p égale à ça. La dérivée énième de p, c'est ça. Pourquoi? Parce que je dérive, parce que la somme, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. Donc, je dérive chaque monôme. La dérivée de ça, c'est nul, 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 jusqu'au avant-dernier. Tout est nul. Pourquoi? Parce que les puissances sont inférieures strictement à l'ordre de dérivation. Le dernier, la dérivation du dernier terme, c'est n factoriel. Parce que il y a puissance égale l'ordre de dérivée, n égale l'ordre de dérivation. Donc, on a c'est n factoriel fois 2. Et ensuite, si on dépasse n,
Donc, la dérivée HIM de P, c'est nul, quel que soit H, c'est supérieur strictement à F. Alors, on va se baser sur ça pour la formule de Maclaurin. Soit P, un polynôme à KXK. K allant de 0 jusqu'à 1, un polynôme de KX. Alors, le résultat de cette proposition qui est la formule de Maclaurin pour le polynôme, c'est ça. Quel que soit K, compris entre 0 et 1, bien sûr, je parle K entier, hein? K égale 0 jusqu'à 1, à indice K, K ici. Voilà, à indice K, ici c'est K. C'est la dérivée Km de P appliquée à 0 sur K factoriel. Où PK est la fonction polynomiale associée à PK. PK tilde, c'est la fonction polynomiale associée à PK. Donc P, il va s'écrire sous quelle forme? Il suffit juste de remplacer chaque coefficient par l'expression qu'on vient de trouver, qu'on va montrer dans la démonstration. Donc, il y a A0, ça va être quoi? Remplacez-moi. A0, c'est... Allô? A indice 0, c'est la dérivée d'ordre 0 de P appliquée à 0 sur 0 factoriel. 0 factoriel, c'est 1. La dérivée de l'ordre 0, c'est P lui-même. Donc, c'est P appliqué à 0. C'est ça. À 1, c'est P' appliqué à 0 sur 1 factoriel. C'est ça. P' appliqué à 0 sur 1 factoriel. A2. A2, le coefficient A2. C'est la dérivée seconde de P appliquée à 0 sur 2 factoriels. C'est ça, dérivée seconde. Et jusqu'à n, c'est la dérivée nème appliquée à 0 sur 1 factoriel. C'est ça. Donc, on a remplacé chaque coefficient par les dérivées successives de P appliquées à 0. C'est ça, la formule de Maclaurin. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Que si on connaît la valeur de P, via la valeur des dérivées successives de P en 0, on connaît juste ça. On est capable de connaître tout le polynôme P. Vous voyez? Si on connaît les dérivées successives et la valeur des dérivées successives de P en 0, eh bien, on est capable de connaître tout le polynôme P. Comment ça? Eh bien, la démonstration est la suivante. Elle est basée juste sur ce qu'on a fait plus haut. Sur ça. 1 et 2, sur ces deux remarques. J'ai pris beaucoup de temps pour vous expliquer ça. Ce n'est pas vraiment difficile. Hein? Alors, soit P, c'est le polynôme sigma. Oui. Voilà. Soit P égale la somme de AKX à la puissance K. K allant de 0 jusqu'à... Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Jusqu'à N. Alors, c'est quoi notre objectif? Qui peut nous rappeler notre objectif dans cette démonstration? C'est tout simplement trouver, exprimer les coefficients de P, et AK, en fonction des dérivées Km de P en 0. Alors, donc, soit P, c'est AKXK, alors, je prends
un entier h inférieur ou égal à n. D'accord? Et je calcule la dérivée hème de p. Alors, la dérivée hème de p, ça va être la dérivée de cette somme-là. Ça va être la somme de dérivée hème de ça. Ça va être la somme de AK, la dérivée hème de xk. C'est ça. Maintenant, je calcule la dérivée hème de xk. On a vu pour h inférieur ou égal à k, la dérivée hème de k, c'est le produit k, k-1, je descends jusqu'à k moins h plus 1, et ici x à la puissance k moins h. K moins h, très bien. Et pour h supérieur strictement à k, la dérivée hème de xk, c'est 0. Si l'ordre de dérivation dépasse k, donc si vous voulez vous rappeler de ça, c'est comme ce qu'on fait en analyse, c'est analogue. Donc c'est nul. Alors, écoutez, h, il est inférieur à n. N, c'est ici le dernier. D'accord? Donc, ici, donc h, il sera quelque part, yani, parce que k, on a k, il va de 0 jusqu'à n. On a dit h, il est inférieur à n. Donc, h, il sera quelque part entre 0 et n. D'accord? Alors, la dérivée hème de p sera 0, 0, 0, 0 plus sigma de k égale à h jusqu'à n, cette fois ce terme-là. Question. Tu peux m'expliquer pourquoi on a des zéros? Pourquoi ici, si k égale à... Parce que les k égale à 0, k égale à 1, k égale à je ne sais pas combien. Ensuite, jusqu'à k égale à h, k égale à h plus 1, et après jusqu'à k égale à n. Pourquoi quand k égale à 0, 1, 1 jusqu'à h moins 1, toutes ces dérivées-là sont nulles? Parce que k est inférieur à h. Parce que l'ordre de dérivation, il est supérieur strictement à k. C'est-à-dire parce que k, il est inférieur strictement à l'ordre de dérivation. Donc, je dérive, je dérive, je dérive. L'ordre de dérivation, il est plus élevé que k. Donc, à un certain moment, on trouve 0. Vous voyez? Ici, c'est quoi? C'est la dérivation hème de A0. C'est bon. Ici, c'est la dérivation quoi? Hème de A1x. Donc, on va aller des 0, 0, 0 jusqu'à quand k, quand k égale à h. K égale à h moins 1, ça sera aussi 0. Alors, de h à n, ils ne sont pas nuls. C'est quoi l'expression, la dérivée hème, c'est ak fois ça, x, k moins h. Fois k, je descends, k moins 1, je descends jusqu'à k moins h plus 1, fois x à la puissance k moins h. Et ce pour h, pour k allant de h jusqu'à n. Bien. Alors, ce que je vais faire, je vais juste prendre le premier terme ici. Le premier terme de cette somme, c'est combien? C'est pour k égale à h. Tu peux me donner l'expression de ce terme-là pour k égale à h. Ça va donner combien? A indice. Ça va donner quoi? A indice? H. H fois h fois h moins 1. Je descends jusqu'à h moins h plus 1. Yani je descends jusqu'à 1. C'est-à-dire 1 fois 2 fois jusqu'à h moins 1 h. Donc, ça sera h factoriel. Et ici, ça sera x à la puissance h moins h, c'est polynôme unité. Donc, le premier terme ici, c'est a indice h, h factoriel. Et après la somme, elle va commencer maintenant de h plus 1. Hein, jusqu'à n. Parce que pourquoi h plus 1? Parce que j'ai fait sortir le terme qui correspond à k égale à h.
Très bien. Qui peut nous rappeler notre objectif? Notre objectif, c'est d'exprimer les coefficients à un cas en fonction des dérivées successives. À ce stade-là, si je passe à l'application polynomiale, qu'est-ce qui va se passer? Je passe à l'application polynomiale. À votre avis, je dois l'appliquer à quoi pour me débarrasser de tous ces trucs-là et garder juste une expression élégante de A indice de H, par exemple? Je peux appliquer, je passe à l'application polynomiale et je peux l'appliquer à quoi? Rapidement. Je passe à l'application polynomiale et H tilde, la dérivée Hm de P tilde. Même chose ici. Donc, si je l'applique à x égale à combien? À votre avis, je dois l'appliquer à quoi pour que je me débarrasse de tout ça? Quand je passe à l'application polynomiale P tilde appliquée à x, petit x, ici, il y aura petit x. Donc, je prends x égale à quoi pour que je puisse me débarrasser de toute cette somme-là? 0. 0. Voilà. Et est-ce qu'il y aura un problème de division par 0? Non, parce que K, il commence par H plus 1, donc il est supérieur strictement à H. Donc, je peux choisir x égale à 0. Donc, x égale à 0, je vais me débarrasser de toute cette somme. On va avoir PH appliqué à 0, c'est AH fois H factoriel. D'accord? Donc, AH, c'est quoi? C'est la dérivée Hm de P appliquée à 0 sur H factoriel, d'où le résultat. On va voir rapidement. Voilà, donc c'est ça ce que je viens de dire. PH appliqué à 0, c'est AH, H factoriel fois 0. Voilà. C'est ça. PH appliqué à 0, la dérivée Hm de P appliquée à 0, c'est AH fois H factoriel. Hein, plus 0. Donc, quel que soit H inférieur ou égal à N, AH, c'est quoi? C'est la dérivée Hm de P appliquée à 0 sur H factoriel. Et c'est ça le résultat qu'on veut trouver. Quand H égale à 0, A indice 0, c'est combien? C'est la dérivée 0e de P, de 0 sur 0 factoriel. La dérivée de l'ordre 0, c'est P lui-même. Donc, c'est P appliqué à 0. A indice 1, c'est P' appliqué à 0 sur 1 factoriel. A indice 2, c'est la dérivée seconde appliquée à 0 sur 2 factoriel. Et donc, P, il va s'écrire, ça c'est A0, ici c'est A1 fois x, A2 fois x carré, jusqu'à AN fois x à la puissance n. Ça s'appelle formule de Maclaurin. Donc, dans la formule de Maclaurin, il suffit de connaître les dérivées successives de P en 0 pour connaître tout le polynôme. Est-ce que vous avez compris? Donc, on a fini la démonstration. Allô? Silence radio. Ne dormez pas. Vous avez des questions? Bon, ils ne sont plus là. Allô? Non, madame. Oui, ben, خاصكم تفاعلوا شي شويه الله يرضي لكم. انا ما كنعرفكمش واش مشيتوا ولا ما كاينش كونيكسيون ولا. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui, non? Ça va? Bien. Alors, quelle est la contrainte de cette proposition qui est la formule de Maclaurin? Quelle est la contrainte ici? C'est que ici, voilà, on est obligé de connaître les valeurs exactement en 0. Et non pas ni en x égale à 2 ou 3, je ne sais pas. Exactement, il faut connaître en 0. Si on connaît les valeurs en un autre point,
on peut pas avoir ça. Mais, ça c'est, on utilise la formule de Maclaurin. Mais, on a la formule de Taylor pour les polynômes qui est plus générale que la formule de Maclaurin. Elle, dans la formule de Taylor, si on connaît les dérivées successives de P à n'importe quel point, n'importe lequel, donc on est capable de connaître tout le polynôme. C'est-à-dire, on peut exprimer les coefficients en fonction des dérivées successives de P en n'importe quel point A appartenant à. Donc, voilà, donc plus généralement, on a la formule de Taylor pour les polynômes. On va la voir sur le PDF, c'est mieux. Voilà, ça c'était quoi? C'était la formule de Maclaurin. D'accord? P, AK, c'est ça le résultat, et P s'écrit comme ça. Et donc, plus généralement, on a la formule de Taylor pour les polynômes. Formule de Taylor pour les polynômes, la proposition 1,3. Donc, soit A un scalaire du corps K, A appartenant à K, et soit P un polynôme, sigma AKX, K allant de 0 jusqu'à 1, un polynôme de KX. Alors, on a la formule suivante, P égale à P appliqué à A, P' appliqué à A sur 1 factoriel fois X moins A, P seconde appliqué à A sur 2 factoriel X moins A au carré. Tu peux me donner le troisième terme ici, ou bien le terme suivant? Oui? Le terme qui suit ici. P de 3 appliqué à 1 sur 3 factoriel fois X moins A, le tout à la puissance 3. Très bien. Donc, la dérivée troisième de P appliquée à A sur 3 factoriel fois X moins A puissance 3. Ici, le dernier terme, c'est la dérivée énième de P appliquée à A sur n factoriel X moins A à la puissance n. Où PK est la dérivée d'ordre K de l'application polynomiale associée à P. Et ce pour K allant de 0 jusqu'à n. Alors, qu'est-ce qui nous donne ici, ou bien qu'est-ce qu'elle nous donne de la formule de Taylor ici? C'est comme si on écrit les coefficients AK en fonction des dérivées successives. Donc ici, AK, ça va être égal à combien? Dérivée Km de P appliquée à A sur K factoriel, c'est ça. Coefficient AK en fonction des dérivées successives. On a le point fort de la formule de Taylor. Donc, si on connaît les dérivées successives de P en un scalaire A, mais le même A ici, A, quel que soit A. Alors, c'est suffisant pour, si on connaît ça, alors on est capable de connaître tout le polynôme. Oui? Alors ça si vous remplacez A par 0, on tombe sur la formule de Maclaurin. Voilà. Donc ça, c'est une généralisation de la formule de Maclaurin. Alors, pour la preuve, soit petit x, petit y, appartenant. On va travailler, c'est comme en analyse. Vous voyez? Petit x, petit y, appartenant au K. Ça va être des réels ou bien des complexes. Alors, petit, l'application polynomiale associée à P, appliquée à x plus y, c'est sigma AK x plus y à la puissance K. Ici, je peux développer ça en utilisant la formule de binôme de Newton. Alors, on a x plus y à la puissance K, c'est sigma CLK
K, XL, Y, K moins L. L allant de 0 jusqu'à K. Avec CLK, c'est K factoriel. C'est juste un petit rappel de la formule de Newton. K factoriel, L sur L factoriel, K moins L factoriel. Alors, ce qu'on peut faire là. Alors, on va écrire en détail cette somme-là. Pour K égale à 0, ce terme, c'est YK. Pour K égale à, pardon, pour L égale à 0, ce terme-là, c'est Y à la puissance K. Pour L égale à 1, ça sera K sur 1 factoriel Y à la puissance K moins 1 fois X. Et ainsi de suite pour L égale à 2, jusqu'à le dernier terme, c'est combien ici? C'est-à-dire pour L égale à K, ça sera CKK, c'est 1, X à la puissance K fois Y à la puissance 0. Donc, c'est X à la puissance K. Bien. Je vais noter ça. Maintenant, ça aussi égal. Hein, je continue, c'est égal. Je continue, c'est égal. Alors, le premier terme, je ne le touche pas. Le deuxième, je vais faire apparaître une sorte de dérivée. Quand vous lisez ça, K fois Y, K moins 1. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est une dérivée de quoi, à votre avis? K, Y, K moins 1. K, Y, K moins 1. C'est une dérivée de quoi? Y, K. Voilà, c'est la dérivée. La dérivée première de YK. Je remplace ça. Le 1 factoriel, je ne l'ai pas touché, ça sera sur 1 factoriel. Le X, je ne l'ai pas touché. Bien sûr, ici, la dérivée par rapport à Y. Oui ou non? C'est la dérivée par rapport à Y. Alors, le terme suivant. K, K moins 1, Y, K moins 2. C'est quoi? Regardez-moi. K, Y, K moins 1. Si vous dérivez K, Y, K moins 1, ça donne quoi? K fois Y, K moins 1. Dérivez-moi ça par rapport à Y. C'est K fois K moins 1. K moins 2. Donc, c'est ça. Et on sait que K, Y, K moins 1, c'est la dérivée première de YK. Je l'ai dérivée encore, donc ça va être la dérivée seconde de Y. Écoutez, la dérivée première de YK, c'est celle-là. Si je dérive une fois ça, ça donne ça. Quand je dis je dérive une fois, c'est comme si je dérive la dérivée première. Donc, ce sera la dérivée seconde de YK. Le 2 factoriel, je ne l'ai pas touché. Le X carré, je ne l'ai pas touché. Donc, c'est la même chose pour le terme suivant. Ça va donner quoi? Dérivée troisième de YK sur 3 factoriel X à la puissance 3. Et le dernier terme, ça va être, vous pouvez le vérifier rapidement, la dérivée Km de YK sur K factoriel X à la puissance K. D'ailleurs, la dérivée Km de YK, c'est combien? C'est K factoriel. On l'a déjà vu. Sur K factoriel, c'est 1 fois XK. Donc, on trouve ce dernier terme-là. Si je vais écrire ça sous forme de sigma, ça va être quoi? La somme de YK, la dérivée Lième de YK, parce qu'ici, on a dérivée première, dérivée deuxième, dérivée 1, jusqu'à dérivée Km de YK. Et le YK, comme ça, tout court, c'est la dérivée zéroième de YK. Donc, si je vais écrire ça sous forme de sigma, ça va être sigma, dérivée Lième de YK sur L factoriel, X à la puissance L, L allant de 0 jusqu'à K. Je note ça, expression 2. De plus, mon objectif maintenant, c'est d'aller de 0 jusqu'à N et non pas de 0 jusqu'à K. Donc, de plus, j'ai la dérivée à l'ordre K plus 1 de YK. C'est 0. Pourquoi? Parce que l'ordre de dérivation dépasse K. Car K plus 1 dépasse strictement K. Donc, c'est 0. Et la même chose, la dérivée d'ordre K plus 2 de YK, ça sera 0 aussi. 0 aussi. Même chose, K plus 3 jusqu'à la dérivée Nième.
de YK, c'est nul. Donc, tout est nul, égal, 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 tout ça, c'est nul, c'est 0. Et donc, en introduisant 3 dans 2, on obtient voilà 3 et voilà 2. Ça veut dire quoi? J'ai introduit 3 dans 2. Et tout simplement, je peux compléter cette somme qui est déjà de 0 à k, je peux la compléter de 0 jusqu'à n. En rajoutant, ici, qu'est-ce que je vais rajouter? Ici, je me suis arrêtée à k. Donc, le terme suivant, ak plus 1, la dérivée k plus 1 de yk, c'est 0. Donc, je peux le rajouter. Ça ne change rien. Aussi, la dérivée k plus 2 de yk, c'est 0 aussi. Ça ne change pas. Donc, je peux le rajouter. Donc, je vais rajouter comme ça des zéros qui représentent les dérivées de k plus 1 de yk, dérivée k plus 2 de yk, et ainsi de suite, jusqu'à la dérivée n de yk. Je peux les rajouter. Ils ne vont rien changer. Donc, ici, au lieu de m'arrêter à k, je vais aller jusqu'à n en rajoutant juste des zéros. Donc, voilà, c'est ça. En introduisant 3 dans 2, on obtient, au lieu de m'arrêter à k, je vais aller jusqu'à n parce que j'ai rajouté que des zéros. Bien. Donc, ça sera sigma de y, la dérivée L' de yk sur L factoriel x à la puissance L. Je note ça 4. Donc, 4 et 1. 4 et 1. 1, c'était tout simplement l'écriture de... Oh, pardon. 1, c'était l'écriture de P appliquée à x plus y. Donc, c'était ça. C'est ça le 1. Donc, on va remplacer x plus y, ça, par l'expression 4. C'est ça. X plus y à la puissance k, c'est la somme de L allant de 0 jusqu'à n, à la dérivée L de yk sur L factoriel xl. Bien. Est-ce qu'à votre avis, je peux mettre le AK, je peux le mettre à l'intérieur de cette somme? Est-ce qu'il va changer quelque chose ou pas? Oui, non. Et là, rapidement. Non. Non, pourquoi? A fois la somme... ne dépend pas de n et l. Voilà. A indice K fois cette somme-là. C'est la somme de AK fois. Donc, je peux le factoriser ou bien le mettre et le faire sortir de ce... Parce que le A indice K ne dépend pas de L. Si je fais une sommation sur L, si le AK ne dépend pas de L, donc je peux le mettre à l'intérieur comme je peux le garder ici. Mais moi, je veux le mettre à l'intérieur. Voilà, il est entré là dans cette... Donc, on obtient somme sur K suivi de somme sur L, AK fois ce terme-là, x à la puissance L. Maintenant, je peux permuter ces deux sommes. Ce sont des sommes finies. Donc, sigma, je commence par K suivi de L. Il n'y a pas de souci, je peux commencer par L suivi de K. Ce sont deux sommes finies, donc ça ne change pas. Ensuite, qu'est-ce que je fais entre ça et ça? J'ai fait sortir XL sur L factoriel. Je l'ai fait sortir de cette somme-là. Donc, je l'ai mis ici. Voilà. Pourquoi? Voilà. Ici, je fais une sommation sur K. Donc, XL sur L factoriel, c'est comme une constante par rapport à K. Donc, je peux la faire sortir.
comme si vous avez la somme de 4 fois K, ça va être 4 fois la somme de K. Une constante par rapport. Ici, j'ai une constante par rapport à K, c'est X à la puissance L sur L factoriel, ne dépend pas de K. Donc, quand K varie de 0 jusqu'à L, X à la puissance L sur L factoriel ne varie pas. Donc, je peux la faire sortir, je la mets ici. Voilà. Et donc, ici, on a la somme de AK, YK, dérivée Lienne de YK. Bien. Ensuite, ici, j'ai dérivé Lienne de YK. Le AK, par rapport, je dérive par rapport à quoi? Quand je dis dérivé Lienne de YK, je dérive par rapport à quoi? Par rapport à Y. Donc, AK, est-ce qu'il dépend de Y? Ce sont des coefficients fixés de P. Donc, ils ne dépendent pas de Y. Donc, je peux les mettre à l'intérieur de dérivation comme je peux les garder à l'extérieur. Donc, je vais les faire entrer à l'intérieur de la dérivation. Pourquoi? Parce qu'ils ne dépendent pas de L. Pardon, ne dépendent pas de Y. D'accord? Je dérive par rapport à une variable. Tout ce qui ne dépend pas de cette variable, il est constant. Et quand je dérive. Donc, AK, elle est constante par rapport à Y. Quand Y varie, le AK ne dépend pas. Donc, je peux la mettre à l'intérieur de la dérivation. Donc, sigma AK, Y, KL, ça sera sigma AK, Y à la puissance K, le tout, je le dérive à l'ordre L. Et la somme des dérivés, c'est la dérivée de la somme. Donc, je peux mettre la somme, tout ça. Donc, c'est égal à sigma AK, YK, tout. Donc, je dérive tout ça à l'ordre L. Bien. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ça? La somme de AK, Y à la puissance K. C'est P appliqué à la somme de AK, YK. Juste ce qui est entre parenthèses ici. C'est P appliqué à Y. N'est-ce pas? La somme de AK, Y à la puissance K, c'est P appliqué à Y. Et ici, j'ai la dérivée Lième, donc ça sera la dérivée Lième de P appliquée à Y, ou bien P appliqué à Y, dérivée Lième. Voilà, dérivée Lième de P appliquée à Y. D'où, P appliqué à X plus Y, c'est la somme de XL. C'est juste des petites techniques, elle est facile. La somme, donc je récapitule, c'est sigma XL sur L factoriel. La dérivée Lième de P appliquée à Y, N allant de 0 jusqu'à N. À ce stade-là, je pose Z, c'est X plus Y. Et je pose A, petit a, c'est Y. D'accord? Donc, on obtient, quel que soit Z appartenant à K, P appliqué à Z, c'est la somme de X, c'est quoi? C'est Z moins Y, c'est-à-dire Z moins A. C'est ça. La puissance L, c'est L factoriel. Et Y, c'est A. C'est la dérivée Lième de P appliquée à A. Si je passe, ça c'est en utilisant la fonction polynomiale. Maintenant, si je veux passer au polynôme, ça va donner P, équivalent. P, c'est sigma, dérivée PM appliquée à A, ou bien, pardon, dérivée Lième, pardon, appliquée de P appliquée à A, c'est ça, sur L factoriel fois grand X moins A à la puissance L. C'est ça ce qu'on a trouvé dans la formule de Taylor. Très bien. Donc, je récapitule. La formule de Maclaurin, c'est un cas particulier de la formule de Taylor. Et voilà, la formule de Maclaurin, c'est un cas particulier de la formule de Taylor. La formule de Taylor, donc il suffit juste de connaître les dérivées successives de P en A, quel que soit A appartenant à K,
si on a ces données-là, hein, PA, dérivée P appliquée à A, dérivée seconde de P appliquée à A, dérivée énième de P appliquée à A. Si on connaît juste ça, alors on est capable de connaître tout le polynôme P. Vous voyez? Contrairement à la formule de Maclaurin on a la restriction, condition, il faut en fait connaître les valeurs en A exactement égale à 0. Voilà. Donc, on passe maintenant à grand 2, 0 d'un polynôme. Grand 2, 1, définition. Soit P appartenant à X. On dit que alpha appartenant à K est un 0 du polynôme P si P appliqué à alpha égale à 0. L'équation P tilde appliquée à X égale à 0 s'appelle l'équation algébrique d'un connu X appartenant à K. Donnez-moi maintenant, je vous donne un polynôme. P égale à X moins 1. Donnez-moi un 0 de P. C'est 1. C'est 1, très bien. Je vous donne un polynôme P égale X carré plus 1. Écrire ça comme des exemples sur vos cahiers. X carré plus 1. Je le considère dans Rx et je cherche les zéros dans R. P égale X carré plus 1. Donnez-moi les zéros de P dans R. I. Dans R. L'ensemble vide. Voilà, il n'y en a pas. كايناش. Il n'y en a pas. On n'a pas de zéro dans R du polynôme P égale X carré plus 1. Et si je vous donne, donc je garde le même polynôme P égale X carré plus 1 et on cherche maintenant les zéros dans C. I ou moins I. I et moins. Très bien. C'est quoi l'équation algébrique associée au polynôme, par exemple, P égale à X carré plus 1? C'est quoi l'équation algébrique d'un connu X? C'est, donnez-moi l'équation algébrique associée à P égale à X carré plus 1. C'est l'équation petit X carré plus 1 égale à 0. Et on cherche X. C'est ça l'équation algébrique. L'équation algébrique, c'est quelque chose qui est petit appliqué à X égale à 0 avec P, c'est un polynôme, bien sûr. Alors maintenant, définition, proposition. Et l'exemple, je l'ai dit oral. Donc, soit P appartenant à X et alpha appartenant à K. P appliqué à alpha égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alpha est un 0 de K. De P. Oui. 0 de P appartenant à K. 0 appartenant, mais 0 de P. Alors, ceci est équivalent à il existe un polynôme Q appartenant à X tel que P égale à X moins alpha fois Q. Bien. Quand je dis toujours, ici dans la définition, je viens de définir P tilde appliqué à alpha égale à 0, c'est-à-dire alpha est un 0. Et tout de suite, dans la proposition, j'ai donné quelque chose qui est équivalent. On appelle comment ce genre de résultat? C'est une caractérisation très bien de la définition 0 d'un polynôme. La caractérisation, c'est quelque chose qui est équivalent à la définition. Donc, maintenant, pour la démonstration, elle est simple. On va la faire tout de suite. Voilà, ça c'est la proposition. La preuve, c'est équivalent, n'est-ce pas? Donc, il faut faire les deux sens. On va commencer par le sens direct. Alors, en effectuant la division euclidienne de P par, donc regardez, le sens direct, c'est-à-dire j'ai ça. Alpha est un 0 de P. Il faut que je cherche un polynôme Q qui vérifie ça. Alors, j'ai alpha est un 0 de P. Ce que je vais faire, donc, en effectuant la division euclidienne de P par X moins alpha, avec alpha est un 0 de P, on obtient. La division euclidienne, ça va nous donner quoi? Un couple QR.
kx fois kx. Tel qu'on a l'égalité et les conditions sur le degré. L'égalité, c'est quoi? C'est P égale x moins alpha fois q plus r. Et la condition sur le degré du reste, il est inférieur strictement au degré de... Ici, B, c'est combien? X moins alpha. Le degré de B, c'est combien ici? C'est 1. Voilà. Donc, le degré de R est inférieur au degré de x moins alpha, qui est 1. Inférieur strictement à 1, ça veut dire que le degré de R est égal à 0. 0. Oui, mademoiselle. Madame, pourquoi 1?